Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Au sommaire de ce nouveau numéro, une ville qui fascine encore et toujours à la simple évocation de son nom. Il s'agit d'Alexandrie en Égypte. Nous parlerons également d'un roman de science-fiction qui se passe en Algérie. Ça s'appelle Le Dernier Atlas. On prendra également des nouvelles d'un danseur et chorégraphe à Beyrouth, au Liban, qui est privé de tournées européennes en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec Janice Bouziani. Bonjour Janice. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur, vous êtes membre du jury court-métrage au Champs-Élysées Film Festival, on va en parler. Mais d'abord peut-être une question justement sur la situation en raison de cette pandémie. On sait que le cinéma partout dans le monde est touché de plein fouet. Certains se demandent déjà à quoi ressembleront les prochains tournages, distanciation physique notamment. Comment est-ce que vous voyez des choses à titre personnel? Ben écoutez, en fait, il y a des choses qui arrivent, des informations qui arrivent tous les jours et qui sont un peu différentes. À des moments, on nous dit que ça reprendra en septembre, d'autres moments fin juin, qu'on aura des médecins sur le plateau qui prendront notre température. Par exemple, je devais faire un film, mais là, on doit attendre plus longtemps pour des questions d'assurance, parce qu'il y a des personnes âgées sur le tournage et apparemment, c'est des personnes qui sont plus à risque. Du coup, voilà, c'est un petit peu flou, mais ça va. Moi, ça ne me dérange pas beaucoup. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent et je me dis que tout arrive pour une raison, donc ça va. En tout cas, vous, pendant cette période de confinement, vous avez donc regardé des courts-métrages puisque vous êtes membre du jury du C'est ça. Champs-Élysées Film Festival. C'est pas une première fois pour vous d'être membre d'un jury, hein. Non, mais un jury de court-métrage et online, c'est la première fois. C'était un festival qui m'a inspiré parce que je me rappelle souvent, plus jeune, je voyais dans le métro les affiches et ils avaient toujours des affiches avec Marilyn Monroe et c'est le plus gros festival parisien. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait toujours intrigué. Et là, quand on m'a proposé, j'étais comme OK. Qu'est-ce que ça demande de particulier? Vous êtes acteur, je l'ai dit, vous avez déjà vous-même fait un court-métrage. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté, en fait, de juger au fond le travail de ses pairs? Ben, en fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais il ne faut pas avoir d'empathie parce que moi, à certains moments, je me disais, oh, mais ça se voit qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, oh, les pauvres, oh, faut les aider. Oh. Et en fait, il ne faut pas du tout, il faut juste être un spectateur et aller avec son feeling, en fait, ne pas avoir de trucs assez professionnels en se disant, bon, bah là, ils n'ont pas eu plus de budget, ils n'ont pas eu ça. Et c'est une mauvaise manière de juger, je pense. Et pour vous, Janice Bouziani, c'est quoi un bon film, que ce soit d'ailleurs un court ou un long métrage? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme effet sur le spectateur ou sur la spectatrice? Provoquer une émotion, toucher? Mais je pense toucher, se faire poser des questions, quelque chose d'agréable. Moi, en tant qu'acteur, c'est pour moi un film qui me touche. C'est aussi un film euh, dans lequel j'ai envie d'en voir plus ou de connaître plus de choses sur le réalisateur qui l'a réalisé, d'être intrigué par les acteurs, d'avoir envie de tourner avec le réalisateur qui a réalisé ce cours. Et pour moi, un cours, c'est très bizarre. Pour moi, un cours, c'est comme un premier rendez-vous galant. On va boire un verre, ça dure 1 heure. Et après ce verre-là d'1 heure, on sait si on a envie de revoir la personne ou pas. Et ben, un court-métrage, c'est pareil pour moi. C'est un petit aperçu et après, on a envie d'en voir plus du réel ou pas. Il y a un an, Janice, on vous avait vu monter les marches du Festival de Cannes avec Afsia Hersi, réalisatrice du film Tu mérites un amour, et toute l'équipe du film. Le festival est reporté, un Festival de Cannes. Pour vous, Ouais. quelle est la suite? Ben, moi, la suite, après Tu mérites un amour, c'est génial parce que c'était une sublime histoire pour moi et ça s'est super bien passé après. J'ai enchaîné avec un film de Sylvie Verred qui s'appelle Madame Claude, après un film de Yamina Benguigui qui s'appelle Sœur avec Isabelle Adjani, entre autres. Et c'est des films qui devaient peut-être aller à Cannes et j'ai appris aujourd'hui que les films allaient être reportés en 2021. Donc, c'est cool. Et puis voilà, et là j'ai des projets, je devais être au théâtre, mais à cause du corona, c'est en stand-by. Pareil pour des films que je devais faire. Mais c'est cool, j'adore cette période bizarrement parce que ça me permet de faire d'autres choses, ça me permet de... Et j'adore aussi qu'il y ait cette édition online de ce festival parisien parce que ça permet aux gens qui ne sont pas à Paris de le découvrir et gratuitement. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours pensé que la culture, elle permettait de s'évader, de rêver. Et là, on était enfermés chez nous et il n'y avait rien de mieux que de la culture pour nous permettre de... Et c'est là qu'on peut faire prendre conscience aux gens à quel point l'art est important et que c'est pas futile et que au contraire et que là enfermé on a pu se rendre compte à quel point ça nous permettait de nous évader.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à Yannick. vous. Merci d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. On espère vous revoir très prochainement. On suivra bien entendu votre actualité. Vous le disiez, hein, le cinéma, c'est important, la culture en général, les arts, c'est le cas aussi bien entendu des spectacles vivants. On va prendre Mhm. la direction de Beyrouth au Liban à la rencontre d'un danseur et chorégraphe. Il s'appelle Ali Charour et comme de nombreux artistes, il est privé de tournées européennes notamment. Notre correspondant sur place, Wissam Sharaf, est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Lui qui sillonnait la planète avec sa compagnie, il a vu son monde se rétrécir du jour au lendemain. Aujourd'hui, Ali Charour se retrouve confiné chez lui à Beyrouth, avec sa ville comme seul horizon. Depuis quelque temps, je n'ai pas une très bonne relation avec la ville, avec Beyrouth en particulier. J'ai le sentiment que cette ville repousse les gens qu'il aime. Les tournées sont capitales pour lui, car depuis quelques années, cette étoile montante de la danse contemporaine s'est construite une notoriété à l'étranger avec des pièces à succès comme Leil et Fatmé. Aujourd'hui, il a l'impression d'être pris au piège. Nous vivons dans un système corrompu où il n'y a jamais eu de soutien pour la culture. La crise économique est arrivée et a anéanti nos efforts pour produire nos spectacles, car notre argent est bloqué. Là-dessus, le coronavirus est venu nous empêcher de gagner le moindre revenu en nous interdisant de nous produire à l'étranger. Depuis la mi-mars et le début du confinement au Liban, le chorégraphe ne peut plus retrouver sa troupe comme il le faisait dans ce local pour répéter sa nouvelle pièce « Du temps où ma mère racontait ». Cette deuxième partie de sa trilogie sur l'amour était programmée au Festival d'Avignon, un rendez-vous incontournable pour sa visibilité internationale. Puis est arrivé le Covid-19. On est tous en train d'attendre pour voir les décisions du gouvernement chez eux, comment eux ils vont faire, est-ce qu'il y aura un public ? D'habitude, il y a des milliers de gens dans les rues et dans les salles et dans tout ça. Est-ce qu'ils vont vouloir aller se côtoyer ? Aujourd'hui, les salaires de son équipe de 10 personnes sont gravement impactés du fait des annulations. Depuis Beyrouth, Ali Charour essaye de garder ses liens avec les membres de la troupe, dont certains confinés en Europe. Je fais du yoga. Regarde mes muscles. En attendant les retrouvailles, le jeune chorégraphe devra se réinventer pour survivre dans un monde de la scène où rien ne sera peut-être plus comme avant. Voilà pour cette rencontre avec Ali Charour. On quitte Beyrouth, direction à présent Alexandrie en Égypte où l'on retrouve Marianne Roux. Bonjour Marianne Roux. Bonjour Mohamed. Vous êtes donc à Alexandrie en Égypte et vous êtes l'une des initiatrices de Souvenirs alexandrins avant le corona. En quoi consiste au juste ce projet ? C'est un appel à histoire parce qu'on est parti du constat que bon là la période du confinement, le fait d'avoir un peu tous les repères aussi temporels un peu brouillés et on s'est dit il faut faire quelque chose même si on peut pas aller dans la rue, on peut pas interroger les gens, on peut pas aller dessiner les bâtiments, mais les gens ont du temps donc on va demander aux gens de nous raconter une anecdote, une histoire personnelle qu'ils ont avec cette ville qui les a sûrement touchés parce qu'on voit qu'Alexandrie en fait laisse souvent des souvenirs. Les gens aiment ou détestent, mais en principe, quand ils aiment, ils gardent des souvenirs assez vivants et très intenses. Et donc, on s'est dit, voilà, on va faire cet appel-là en plusieurs langues, en arabe, bien sûr, mais en anglais et aussi en français pour essayer de toucher un maximum de monde. On espère bien sûr toucher des gens peut-être qui ont vécu quand l'Alexandrie était encore cosmopolite, parce que c'est important de recueillir ces voix-là. Mais pas que, on considère que c'est en fait une ville qui existe encore. On la voit pas comme une ville figée qui s'est arrêtée après la période cosmopolite, mais une ville qui continue à vivre, où les habitants continuent à avoir un rapport, une interaction avec la ville. Ça peut être la corniche, ça peut être la rue avec une histoire qu'ils pourraient raconter, qui est liée à leur enfance ou qui est plus récente. Alors Alexandrie, une ville mythique, on l'a compris, qui ne laisse personne indifférent. Votre projet, c'est aussi au fond de montrer Alexandrie d'une manière différente, peut-être aux jeunes générations égyptiennes, de leur montrer aussi cette histoire. Oui, alors exactement, c'est vrai qu'Alexandrie est une ville qui vit beaucoup par l'imaginaire. Alors il y a à la fois l'imaginaire, voilà, tout ce qui est l'archéologie depuis la naissance même d'Alexandrie, Alexandre le Grand, il y a aussi une histoire liée à la chrétienté, et jusqu'à plus récemment la période contemporaine, l'Alexandrie cosmopolite, qui a quelque part en fait
cristalliser toute l'historiographie et tous même les récits littéraires, la littérature sur Alexandrie, ce qui peut s'expliquer aussi par rapport à l'histoire, parce que c'était une ville où il y avait énormément effectivement d'étrangers et qui était aussi une élite, donc qui ont été plus à même d'archiver et de produire du récit sur la ville. Et donc, on en oublie presque, en fait, même pendant l'Alexandrie cosmopolite, des Égyptiens vivaient là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu, ça nourrit, si vous voulez, l'image de déclin de la ville, comme si la ville avait arrêté d'exister après l'arrivée de Nasser, après la fin des années cosmopolites. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes générations, on voit beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, Alexandrie, Fils d'Aman il y a longtemps, voilà, toutes ces photos de comment la ville était belle avant, comment la ville était mieux avant. Or, quelque part, ça peut enfermer dans une sorte de cycle négatif, parce que c'est comme si l'Égypte est un pays très jeune, il y a beaucoup de jeunes partout, et c'est comme si on leur disait vous n'avez pas d'avenir, de toute façon c'était mieux avant, la ville quelque part est condamnée. Or c'est pas vrai, la ville c'est une très grande ville, je veux dire on l'oublie, mais après Istanbul c'est la ville la plus peuplée de Méditerranée, on estime entre 7 et 8 millions d'habitants, donc c'est énorme, c'est une ville très jeune, c'est une ville certes qui souffre, il y a beaucoup de prédation immobilière, il y a un patrimoine qui est en train de disparaître peu à peu, mais il y a des gens qui continuent à vivre dans cette ville, qui continuent à créer des souvenirs, et c'est important en fait, parce que peut-être que dans 100 ans, on aura encore les souvenirs de l'Alexandrie cosmopolite, mais on ne saura pas comment les jeunes de 2020 vivaient la ville. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent vous raconter une anecdote d'Alexandrie, de leur passé, qu'ils soient dans n'importe quel continent sur le globe, comment faut-il faire? Il y a ce site internet, c'est ça? Oui, alors c'est sur le site internet de Description of Alexandria. Donc nous on a mis l'appel en 3 langues, en français, en arabe, en anglais. Donc voilà, on va dire les lignes directrices, il faut que ça soit une histoire vraie, alors qu'il soit arrivé au narrateur, ou ça peut être aussi une histoire de famille, environ 1000 mots maximum pour pas que ça soit trop long. On peut écrire plusieurs histoires si on a plusieurs souvenirs. Si on veut l'accompagner d'une image, d'époque, par exemple d'un album de photos personnelles, alors pas forcément que ça soit lié à l'histoire, ça peut être une autre photo de la ville, mais qui date de la même époque. Et voilà, et on ouvre vraiment à tout le monde, parce qu'il y a l'université Saint-Gor, une université de la francophonie à Alexandrie, et c'est intéressant en fait de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants donc africains, non égyptiens, qui sont à cette université-là, mais ils sont quelque part, pas en autarcie, mais ils sont un peu coupés de la ville, et on s'est dit, mais par exemple, avoir tous les témoignages d'étudiants, je sais pas, du Burundi, du Sénégal qui ont étudié à Alexandrie, mais du coup, c'est un autre regard, c'est encore décentré, c'est pas le regard de l'Européen qui serait venu faire, je sais pas, un volontariat, ce n'est pas le regard de quelqu'un qui a vécu pendant les années 40 ou 50 dans son enfance. Et en fait, c'est toute cette multitude-là de regards différents sur la ville qui peuvent constituer une mosaïque vraiment dans un laps de temps le plus long, ce qu'on espère le plus long possible, mais vraiment pour montrer l'évolution de la ville. Merci beaucoup Marianne Roux d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express. On va poursuivre d'ailleurs sur cette ville mythique qui fascine encore aujourd'hui Alexandrie avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonjour Slimane. Bonjour Mohamed. Alexandrie, Slimane, a été fondée en 331 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand. Donc pourquoi à l'époque le conquérant grec bâtit-il cette ville aujourd'hui égyptienne? Eh bien, cette ville est la fille de son rêve. Son grand rêve, c'était d'unifier l'Orient et l'Occident. C'est pour cela qu'en arrivant en Perse, il a fait marier symboliquement 10 000 soldats grecs avec 10 000 femmes perses. Donc, c'est ce rêve d'unifier les deux mondes antagonistes qui l'a poussé à choisir comme laboratoire de cette unification des cœurs, des cultures et des valeurs, de créer des villes. La ville comme cadre urbain, comme lieu de brassage des cultures, des langues, des religions, des croyances, et comme lieu de fabrication de valeurs communes. Donc, il a lancé la création d'une vingtaine de villes d'Alexandrie. La toute première, c'est Alexandrie en Égypte, et il en a construit une vingtaine, dont 4 rien qu'en Afghanistan, 2 en Inde et au Pakistan, et la toute dernière, la plus lointaine vers l'est, c'est dans la ville actuelle de Khoujand, au Tadjikistan, et qui s'appelait
la plus éloignée des Alexandries. Donc la première, c'est Alexandrie vers l'Égypte, c'est son nom complet, et la dernière, c'est la plus lointaine des Alexandries. Donc dans ce but, Alexandrie était un laboratoire où on croisait des Grecs, des Juifs, des Perses, des Arabes, des Berbères, et tous ces gens-là avaient la conscience, outre d'appartenir à une nation, un groupe, une tribu, une religion, d'appartenir à une unité qui s'appelle l'humanité et dont la ville devait être le tremplin. C'est d'ailleurs de ce moment-là, de cette Alexandrie, que date le concept de cosmopolitisme, c'est-à-dire d'une citoyenneté commune, d'une croyance, d'une adhésion à des valeurs communes qui transcendent toutes les différences raciales ou politiques. Et c'est en cela qu'Alexandrie a pu devenir la plus grande ville du monde grec jamais construite, plus que Athènes. La plus grande ville de l'Antiquité, 500 000 habitants et le plus grand comptoir commercial entre l'Est et l'Ouest. Et que reste-t-il, Slimane, aujourd'hui, en 2020, de cet héritage pluraliste, de ce pluralisme? Il reste qu'Alexandrie a perdu indéniablement son caractère cosmopolite avec l'arrivée de Nasser dans les années 56, 57, 58, avec la montée du nationalisme égyptien, qui a fait que toutes les minorités grecques, italiennes, arméniennes, juives et européennes sont parties. Mais il y a une Alexandrie d'outre-mer aujourd'hui. C'est toute la diaspora. On en connaît en France, par exemple, Georges Moustaki, qui avait une très belle chanson sur sa ville natale, Alexandrie. Mais il y a une diaspora au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en Europe de descendants d'Alexandrins et qui font revivre cet esprit. Et en Égypte même, la création d'une bibliothèque d'Alexandrie, l'université Senghor de francophonie, sont des institutions qui essayent non seulement de faire revivre, mais de perpétuer cet esprit d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, quel que soit l'attachement qu'on peut avoir à un terroir, à une ville, à un État, à une religion, à une idéologie, on est quand même des citoyens du monde et qu'on appartient à la même espèce humaine. C'est cela le message d'Alexandrie d'hier, d'aujourd'hui et, espérons-le, de demain. Merci beaucoup, Slimane, pour cet éclairage sur cette ville mythique qu'est Alexandrie. Bonjour Fabien Wellman. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Vous êtes scénariste de bande dessinée et vous signez le tome 2 avec toute votre équipe du Dernier Atlas, le Dernier Atlas, une histoire qui nous emmène en Algérie, en Inde également, il y a des robots. Alors en fait, l'Algérie n'a pas eu son indépendance en 1962, mais en 1976, suite à une catastrophe à Batna. Rien que ça, comment vous est venue l'idée d'abord de cette histoire ? Donc oui, mais comme vous le précisez, c'est une uchronie, c'est-à-dire que ça n'est pas exactement l'histoire telle qu'on la connaît, mais l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer. Et je précise qu'on a, avec mon co-scénariste, Cohen de Bonneval, on a choisi ce biais de l'uchronie, qui est une forme de science-fiction, pour aborder la guerre d'Algérie avec un pas de côté, qui, l'air de rien, permet de revenir sur ces événements sans tout le trauma qu'il peut y avoir autour. Bien sûr, on sait bien que la manière dont on l'aborde restera relativement réaliste, malgré les robots géants, les Atlas. Mais ça permet, par exemple, dans mon cas, dans ma famille, de pouvoir aborder ça sans que tout de suite ça vire au psychodrame pendant les repas de famille, comme j'ai déjà vécu un certain nombre de fois, parce qu'on sait très bien que même encore maintenant, en France et en Algérie, ce conflit reste sujet à des crispations, parce que je pense que c'est un sujet qui reste extrêmement douloureux. Donc le fait de parler d'une guerre d'Algérie qui n'est pas exactement la vraie guerre d'Algérie nous a semblé être intéressant. Et l'idée, sinon, revient chez moi, elle remonte à loin. C'était d'abord cette idée d'un robot géant qui pourrit dans une décharge, donc un peu l'équivalent de Goldorak pour ceux qui connaissent encore cette référence des années 70. Et j'ai essayé d'inventer une histoire autour de ça. Qu'est-ce que serait l'histoire de ce robot qui pourrit dans une décharge? Pourquoi il est là? Et ensuite, l'envie de parler de la guerre d'Algérie, qui était un vieux désir chez moi parce que mon père a été militaire et a fait ce conflit du côté français, que ça a été, je pense, extrêmement douloureux pour lui, qu'il n'en a jamais parlé, comme beaucoup de combattants.
et que je crois depuis longtemps en tant que scénariste, je pensais avoir un rôle à jouer autour de cette histoire. Donc j'ai fini par connecter les deux, ce robot géant, la guerre d'Algérie, et avec Gwen de Bonneval, on a commencé à mettre en place ce gros récit de 3 fois 200 pages. Alors, on découvre des héros atypiques, férus de géopolitique, si l'on peut dire. Ce roman graphique, au fond, vous venez de l'évoquer, hein, vous parlez de votre famille, c'est vrai que c'est une histoire douloureuse entre la France et l'Algérie. Est-ce que c'est aussi une manière, ce genre, le roman graphique, la bande dessinée, de toucher un public peut-être plus jeune aussi et qui n'est pas forcément initié à cette page de l'histoire? Oui, tout à fait, parce que le problème de la guerre d'Algérie, c'est qu'en fait, c'est comme en France s'il y avait une espèce d'omerta à ce sujet, comme si ça n'avait pas réellement existé, alors même que, pour moi, c'est un contresens absolu. Une bonne partie de la population française est issue du Maghreb, vient de l'Algérie ou du Maroc, mais beaucoup de l'Algérie. Énormément de travailleurs sont venus d'Algérie et sont restés en France, et on fait comme si rien ne s'était passé. Or, moi, j'ai l'impression que si on n'a pas cette clé de compréhension de ce conflit qui nous a déchirés, presque comme une guerre civile, je prends beaucoup de guillemets, hein, parce que je sais bien que ce n'est pas exactement ça, mais qui ressemble à certains égards à une forme de guerre civile entre Français, même s'il était normal que les Algériens demandent leur indépendance, on les considérait comme Français. Si on n'aborde pas ça, pour moi, on passe à côté de ce qui a fait la France, et y compris, on passe à côté de ce qui explique en partie le sentiment islamophobe français, que je pense aussi issu de ce conflit qui ne s'est pas raconté. Donc l'évoquer par le biais d'une histoire de robot géant, c'est-à-dire plutôt d'aborder des lecteurs qui ont aimé Pacific Rim, qui aiment bien les gros blockbusters américains avec des invasions extraterrestres, par exemple, parce qu'il est aussi question d'une invasion extraterrestre dans le dernier Atlas. C'est une manière de dire à des lecteurs et des lectrices, tenez, venez, c'est une chouette histoire, c'est un thriller, parce qu'il est question de la mafia, c'est une uchronie, c'est de la science-fiction, il y a des robots. Et une fois qu'on a posé ce décor, de commencer à évoquer l'air de rien, sans avoir l'air d'y toucher, le conflit algérien, ce qui a uni nos deux pays, et ce qui, à mon avis, continue à unir nos deux pays, et peut-être simplement à poser les germes d'un questionnement, ça serait déjà pas mal. Sinon, le risque, c'est de ce qu'on appelle prêcher les convertis, c'est-à-dire que les gens qui vont acheter une BD sur la guerre d'Algérie seront des gens qui ont déjà une opinion, bonne ou mauvaise. Et moi, ce qui m'importe ici, c'est plus d'aborder le sujet, sans chercher à répondre à toutes les questions, mais au moins de rappeler à des jeunes lecteurs, regardez, il y a eu ça. Je pense que ça pèse dans nos relations, et si on en parlait. Pourquoi Fabien Wellman avoir choisi cette date de 1976? Parce qu'il fallait en trouver une, ou il y a une signification particulière? Il faut lire le roman? C'est une bonne question. Non, c'est venu comme ça. Il se trouve que quand on a réfléchi à cette uchronie avec Gwen de Bonneval, je précise au passage qu'il y a aussi donc 2 dessinateurs. Hervé Tancrel qui fait le plus gros des pages, mais qui est aussi aidé pour le storyboard et pour les designs du robot par Fred Blanchard, et puis il y a une coloriste, Laurence Croix. Mais avec Gwen de Bonneval, c'est vraiment un jeu intellectuel de se dire, bon, et si on réfléchissait à ce qu'aurait pu être l'histoire de la France? Dans le cas présent, ce qui fait dissocier les 2 chemins entre la vraie histoire et l'Uchronie, c'est qu'on imagine que le pétrole algérien a été trouvé plus tôt. Et on part du principe que si ce pétrole avait été trouvé, par exemple, en 43 ou 44, ce qui est tout à fait envisageable, on aurait pu le trouver, c'était une question de chance. Le profil de la guerre n'aurait pas été le même, parce que De Gaulle se serait rendu compte bien plus tôt qu'il fallait à tout prix conserver cette colonie, et aurait peut-être concédé des droits que malheureusement il n'a pas concédé à l'époque, enfin que d'autres n'ont pas concédé, et qui ont été à l'origine des débuts de la vraie guerre. Ici, on imagine qu'en cédant quelques droits, quelques miettes de droits, ils arrivent à conserver cette colonie un peu plus, et on a décidé de prolonger, comme ça, de décaler de 15 ans. Alors pourquoi ça? Très honnêtement, il faudrait chercher du côté peut-être de ma psyché. C'est une trilogie, hein. Tome 1, là on est au tome 2. Vous préparez déjà le tome 3? Oui, on est dessus. L'idée, c'est de proposer aux lecteurs, en 3 ans, 3 gros albums de 200 pages pour permettre de satisfaire quelque chose qu'on trouve plus facilement du côté des séries télé, à savoir ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire de pouvoir regarder d'un seul coup une série entière, une saison entière d'une série qu'on aime. Ici, quand on a un volume, c'est quand même 200 pages de lecture, on a déjà de quoi lire. Donc, ce qu'on promet aux lecteurs, c'est en 3 ans, 3 gros volumes avec une bonne quantité de lecture, et surtout avec, je le redis, un contexte géopolitique qui soit le plus crédible possible, même si on parle de robots géants. Le but, c'est de parler du monde, de la complexité du monde, et entre autres, de parler des relations franco-algériennes. Justement, les relations franco-algériennes, en général, celles et ceux qui ont lu votre roman graphique, que vous disent-ils, que vous disent-elles? Alors, je sens une vraie appétence pour le fait qu'on puisse parler de ça.
Je sens aussi encore des crispations, des gens qui vont dire « mais vous n'avez rien compris au conflit », donc on est obligé à chaque fois de rappeler que c'est une uchronie, que c'est pour ça qu'on y a mis des robots géants. À chaque fois qu'on voit un des robots géants, là je peux le montrer en couverture, on rappelle graphiquement que ça reste de la science-fiction, mais il y a plus de côté de retour positif. Et inversement, moi je fais une sorte d'appel maintenant. Je serais très curieux de savoir justement ce qu'en penseront des Algériens s'ils ont l'occasion de lire ces albums, et je serais preneur de tout commentaire, y compris des critiques. Mais de toute façon, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un renouveau de dialogue. Ça me semble actuellement en fait vital. Merci beaucoup Fabien Wellman d'avoir répondu à nos questions. Donc, le dernier atlas est aux éditions Dupuis. C'est le tome 2. Merci à vous. Merci à vous également d'être fidèle à Maghreb Orient Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MOE sur TV5 Monde avec grand plaisir.